Bonjour et bienvenue. Si la certification CBAP est dans votre ligne de mire, vous savez que certains domaines de connaissances peuvent sembler un peu intimidants. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd, la gestion du cycle de vie des exigences. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour que ça n'ait plus aucun secret pour personne. On a tous déjà vécu ou du moins entendu parler de ces projets qui partent à la dérive. Vous savez, quand les demandes changent toutes les 5 minutes, que les équipes développent des choses dont personne n'a besoin et que le budget part en fumée. C'est exactement ce qui arrive sans une bonne gestion des exigences. Ce domaine de connaissances, c'est notre boussole. C'est ce qui nous permet de garder le cap et d'arriver à bon port. Alors voilà notre plan de match. On va commencer par les bases, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, on va plonger dans chacune des tâches clés, en suivant la logique du guide BABOCAR. Et pour finir, on se gardera le meilleur pour la fin, une super fiche de révision pour vous aider à tout mémoriser. C'est parti! Ok, première étape, les fondations. Quand on parle de gestion du cycle de vie des exigences, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça a l'air un peu théorique comme ça, mais en réalité, c'est ce qui assure la cohérence de tout le projet, du début jusqu'à la toute fin. Voilà la définition officielle, tout droit sortie du guide. En clair, l'idée, c'est de s'assurer que les exigences restent vivantes, pertinentes et alignées avec les vrais besoins du business. Ce n'est pas juste un truc qu'on écrit au début et qu'on oublie. C'est un actif précieux qu'on doit gérer, contrôler et entretenir pour qu'il continue de générer de la valeur. Ce grand domaine repose en fait sur 5 piliers, 5 tâches interdépendantes. Chacune a son propre rôle, mais elles fonctionnent ensemble pour s'assurer que la solution qu'on livre à la fin, eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait. On va les passer en revue une par une, bien sûr. Et là, on touche à quelque chose de fondamental pour l'examen CBAP. Comment le fameux BEXIM, le modèle de concept de base de l'analyse d'affaires, s'applique ici. Chaque concept y trouve sa place. Prenez la valeur, par exemple. Ici, on ne pense pas seulement à la valeur du projet actuel. Non, on va plus loin. On maintient les exigences pour pouvoir les réutiliser plus tard. Ça, c'est de la création de valeur à long terme. C'est un point super important à retenir. Allez, on attaque notre première tâche, le suivi, ou la traçabilité. Voyez ça comme le fait de tisser une toile d'araignée qui relie toutes les exigences entre elles et qui les relie aussi à la solution. Cet objectif est limpide. La traçabilité, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est un outil hyper puissant pour l'analyse d'impact. Si une exigence business de haut niveau change, on doit être capable de voir, en un claquement de doigts, toutes les exigences techniques et fonctionnelles qui sont impactées. C'est ça la magie de la traçabilité. Ce tableau résume bien le processus. En entrée, on a nos exigences et nos conceptions, un peu en vrac. Notre job d'analyste, c'est de créer les liens logiques entre elles. Par exemple, est-ce que cette exigence dérive d'une autre plus générale? Est-ce qu'elle est satisfaite par tel ou tel module de la solution? C'est ce maillage qui nous donne en sortie des exigences tracées, prêtes à affronter n'importe quelle demande de changement. Ok, une fois que tout est bien connecté, il faut s'assurer que ça le reste et que l'information est toujours juste et à jour. C'est là qu'intervient notre deuxième tâche, maintenir les exigences. 2 mots-clés à retenir ici, précision et réutilisation. Une exigence, ce n'est pas figé, elle peut et doit évoluer, mais de manière contrôlée. Et puis il y a cette idée de réutilisation. Une exigence bien écrite, bien maintenue, c'est un capital pour l'entreprise. C'est quelque chose qu'on pourra ressortir pour de futurs projets. Comme on le voit ici, maintenir, ce n'est pas juste mettre des documents dans un dossier. C'est un travail actif, ça veut dire garder les exigences à jour, oui, mais c'est surtout gérer leurs attributs. Qui l'a demandé, quelle est sa priorité, son statut. L'objectif final, c'est vraiment de préparer le terrain pour la réutilisation et donc de maximiser la valeur de notre travail. On arrive à un point crucial. Toutes les exigences n'ont pas la même valeur. Il y a les must-have et les nice-to-have. La priorisation, c'est cet art de s'assurer que l'équipe de développement se concentre sur ce qui compte vraiment. L'objectif est simple à énoncer, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Il faut jongler avec les demandes parfois contradictoires des parties prenantes, les contraintes techniques, le budget, le temps. Bref, c'est un vrai défi. Heureusement, on ne priorise pas au hasard. On a toute une boîte à outils de critères. On peut regarder le bénéfice, bien sûr, mais aussi la pénalité si on ne fait rien, le coût, le risque, les dépendances entre exigences, et bien sûr tout ce qui est réglementaire ou obligatoire passe souvent en premier. Bien connaître ces bases, c'est la clé pour répondre aux questions de l'examen sur ce sujet. Le seul truc qui ne change jamais dans un projet, c'est que tout change tout le temps. Les 2 dernières tâches, qu'on a regroupées ici, constituent le processus de gouvernance pour gérer ces changements. On passe de l'analyse d'impact à la décision finale. C'est super important de bien faire la différence entre les deux. Évaluer,
La tâche 5.4, c'est la phase d'investigation. On met notre casquette de détective et on analyse l'impact du changement sous toutes ses coutures. Approuver, la tâche 5.5, c'est la phase de décision. Là, on met notre casquette de diplomate pour obtenir le consensus et le go officiel. Pour l'évaluation, c'est assez simple. On part de la demande de changement et on se pose les bonnes questions. Quel bénéfice? Quel coût? Combien d'utilisateurs impactés? Quel effet sur le planning? Est-ce que c'est urgent? À la fin, on produit une évaluation claire, une recommandation. On n'y va pas, ou on y va, mais différemment. Pour l'approbation, on part d'exigences qui ont déjà été validées, vérifiées. Le cœur du travail ici, c'est l'humain. Il faut comprendre qui décide de quoi, gérer les désaccords, négocier pour trouver un terrain d'entente et à la fin obtenir la signature officielle. Une fois que c'est approuvé, ça devient la nouvelle feuille de route pour tout le monde. Bon, on a vu pas mal de choses, c'est le moment de prendre un peu de recul et de synthétiser tout ça dans une fiche de révision simple et efficace. L'outil parfait pour la dernière ligne droite avant l'examen. Voilà. C'est la diapositive à photographier avec votre cerveau. Tout y est. Les 5 tâches, leur objectif principal et ce qu'elles produisent concrètement. Suivre pour l'alignement. Maintenir pour la qualité. Prioriser pour la valeur. Évaluer pour le contrôle et approuver pour pouvoir avancer. C'est ça, le cycle complet. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Ce n'est pas une checklist qu'on fait une fois au début du projet. C'est une boucle. C'est un ensemble de pratiques qu'on applique en continu. On peut avoir à reprioriser des choses après avoir évalué un changement. Une exigence approuvée devrait être maintenue. C'est ce dynamisme qui fait que le projet reste sur les rails et continue de livrer de la valeur. Et pour finir, une petite question pour la route. En repensant à vos propres expériences, à vos projets, parmi ces 5 tâches, suivre, maintenir, prioriser, évaluer et approuver, laquelle est selon vous la plus difficile à bien mettre en place? C'est souvent en appliquant ces concepts à notre propre réalité qu'on les comprend le mieux. Et voilà, notre exploration est terminée. Un grand merci de nous avoir suivis. Continuez à creuser, à apprendre et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.